Chant 13. Nessus n'eut pas le temps d'atteindre l'autre rive que déjà nous entrions dans un grand bois épais, où l'on n'apercevait nulle trace de pas. Son feuillage semblait d'un vert plutôt noirâtre, et ses rameaux rugueux et noueux et tordus portaient au lieu de fruits des ronces vénéneuses. De Cécine à Comète, un animal sauvage qui s'éloigne le plus des endroits habités n'a pas pour s'abriter de plus épais fourrés. C'est là que font leur nid les immondes harpies que les Troyens jadis chassèrent des Strophades, quand les malheurs futurs perçaient dans les présages. Elles ont l'aile large et le cou et la tête humains, les pieds griffus et le ventre d'oiseau, et poussent de grands cris sur ces arbres étranges. Le bon maître me dit: avant d'aller plus loin, sache que nous entrons au 2e giron, et que nous y resterons jusqu'à mettre le pied sur les horribles sables. Regarde en attendant, et tu verras des choses que tu ne croirais pas, si je te les disais. On entendait monter de toutes parts des plaintes. Pourtant je ne voyais personne autour de nous, et j'arrêtais mes pas assez déconcertée. Je crois qu'il avait cru que je croyais sans doute que tant de tristes voix qui sortaient de ces troncs venaient de quelques gens qui se cachaient de nous, car il finit par dire: il suffit de casser une branche quelconque de n'importe quel arbre pour mieux te rendre compte à quel point tu te trompes. Lors, je tendis un bras pour en faire l'essai, et je pris un rameau d'un énorme sorbier. « Pourquoi me fais-tu mal » cria soudain le tronc. Je vis presque aussitôt couler un sang noirâtre, et il continuait. « Pourquoi me déchirer ? Ton cœur serait-il donc à ce point endurci ? Nous fûmes des humains qui sommes des chicots, et ta main aurait dû se montrer plus clémente, même si nous étions des âmes de serpents. Comme un tison trop vert qui se met à brûler par l'un de ses deux bouts, tandis que l'autre suinte, sifflant et gémissant avec l'air qui s'enfuit, par la fente du bois tel jaillissait ensemble le sang avec les mots, et je laissais tomber la branche de ma main, en reculant d'horreur. Mon sage guide alors lui dit: « Âme blessée, s'il avait pu me croire avant de l'éprouver sur ce qu'il vient de voir en lisant mon poème, il n'aurait pas porté sa main ainsi sur toi. C'est pourtant si dur à croire que j'ai dû moi-même l'y pousser, ce dont je suis navrée. Mais dis-lui qui tu fus, afin que par manière de réparation, il rappelle ton nom au monde, car il a le droit d'y remonter. » « Tu me flattes, » lui dit le tronc, par des discours si doux que je ne puis me taire. Souffre donc que je perde un instant à vous entretenir. Je suis celui qui tint autrefois les 2 clés du cœur de Frédéric, l'ouvrant et le fermant, et je le manœuvrais avec tant de douceur que je l'éloignais de lui toute autre confiance, et je fus si fidèle au glorieux office que j'en avais perdu la paix et la santé. Mais l'infâme putain qui surveille sans cesse le palais de César, de son regard vénal, la mort commune à tous et le vice des cours, finit par émouvoir contre moi tous les cœurs. Les émus à leur tour émurent l'empereur, transformant en douleur mon bonheur insolent. Alors mon triste cœur, choisissant le dédain, évita le dédain des autres par la mort, et fut, quoiqu'innocent, coupable envers lui-même. Cependant, par ce tronc et ses racines neuves, je jure que jamais je ne fus infidèle à mon Seigneur aimé, digne de toute gloire. Et si quelqu'un de vous doit retourner au monde, qu'il défende là-haut ma mémoire, ternie par les coups que l'envie a déchargés contre elle. Le poète attendit un instant, puis il dit: « Ne perdons pas de temps, puisqu'il vient de se taire. Vite,
Demande-lui ce que tu veux savoir. » Je répondis alors, « Fais-le pour moi toi-même. Dis-lui ce que tu sais, qui me ferait plaisir. Je ne saurais parler tant la pitié m'étreint. » Il reprit aussitôt. « Cet homme accomplira très ponctuellement ce que tu lui demandes, esprit emprisonné. Mais dis-nous cependant par quel moyen l'esprit se trouve rattaché à sa souche noueuse, et dis-nous si tu peux s'il s'en détache aucun de ses membres tordus. » Alors sortit du tronc un souffle, qui devint presque au même moment une voix qui disait « Je vais en peu de mots te donner la réponse. » Lorsqu'une âme trop fière est enfin séparée du corps dont elle s'est elle-même arrachée, Minos la précipite au 7e des cercles. Elle tombe en ce bois mais sans choisir sa place, au point où le hasard l'a voulu projeter et finit par germer pareil au grain d'épeautre. Un rejeton en sort qui devient bientôt arbre, et en venant ronger ses feuilles, les harpies ouvrent un seul chemin à la peine et aux pleurs. Nous aussi, nous irons chercher notre dépouille, et sans qu'aucun de nous s'en puisse revêtir, car on ne peut ravoir ce qu'on jette soi-même. Nous devons la traîner dans l'affreuse forêt. Ensuite, chaque corps sera pendu sur place, au sorbier de l'esprit qui lui fut ennemi. Nous restâmes encore attentifs à sa voix, pensant qu'il n'avait pas fini de nous parler, lorsque soudainement on entendit un bruit dont nous fûmes surpris, comme un chasseur qui sent se rapprocher la meute avec le sanglier, dans le fracas des chiens et le bruit des broussailles. Tout à coup, 2 esprits débouchèrent à gauche, dévêtus, écorchés, et qui couraient si fort que les rameaux cassés craquaient sur leur passage. Le premier s'écrie « Viens vite, ô mort, arrive !» Et l'autre, qui courait tant qu'il pouvait, lui dit « Il me semble à nous qu'au combat de Topo, tes pieds n'ont pas été plus légers qu'aujourd'hui. » Et sentant que le souffle allait lui défaillir, il voulut se tapir à l'ombre d'un buisson. Je vis que derrière eux, partout, des chiennes noires remplissaient la forêt et couraient, affamées, pareilles aux lévriers délivrés de leur braise. Et tombant sur celui qui s'était aplati, mordant à belles dents, elles le dépaissèrent et s'en furent traînant ses membres lacérés. Alors mon compagnon me prit par une main, me conduisant au pied du buisson dont les plaies saignaient par les rameaux et qui pleurait en vain. « Jacques de Saint-André, » dit-il en sanglotant, « à quoi te servait-il de chercher mon abri? Et quelle était ma part dans ta coupable vie? » Mon maître, s'arrêtant à quelques pas de lui, lui dit « Qui donc es-tu, toi? Qui, par tes blessures, répand avec ton sang de si tristes discours? » Le buisson répondit « Âme, vous arrivez à temps pour contempler l'outrage immérité qui fait se détacher mes feuilles de mon tronc. Ramassez-les au pied de cette triste souche. Je naquis dans la ville où l'on aimait Baptiste mieux que l'ancien patron, qui s'en est bien vengé en l'affligeant depuis des suites de son art. Et s'il n'avait pas eu sur le pont de l'Arnaud un certain monument qui rappelle son nom, les citoyens qui l'ont autrefois rebâti sur les débris fumants qui laissait Attila se seraient vainement fatigués au travail. Et quant à moi, j'ai fait de ma maison gibet.